J'imagine bien dans la culture italienne que là, il y a quelque chose qui se prépare pour contenir Yamal parce que, on l'a dit, peut-être que le Barça ne peut pas se permettre de défendre de la même manière qu'au match aller. L'Inter ne peut pas se permettre de souffrir autant à nouveau face à Yamal, même si, si on reprend les déclats de tous les interistes après le match, il n'y a pas grand-chose à faire face à ce joueur quand il est dans un tel état de grâce. Mais Simone Inzaghi prépare quelque chose. Oui, alors en tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse. Alors, je peux pas te dire quoi, Cyril, et même si je le savais, je te le dirais pas parce que on va regarder les chances de l'Inter au maximum. En tout cas, oui, visiblement, il y a un plan anti-Yamal parce que la première mi-temps du match aller, alors autant la deuxième, elle avait été un peu plus maîtrisée, Ouais. mais la première, voilà, quand il avait décidé de prendre le match en main, c'était trop compliqué. Donc, forcément, il y a quelque chose qui se prépare pour bloquer le meilleur joueur du Barça, le détonateur. Donc, voilà, Inzaghi aussi, il est capable et pour aider Di Marco, pour le faire souffler aussi, parce que Di Marco, il est dans un moment compliqué de sa saison. Ouais. Voilà, pour le limiter au maximum, même si limiter Yamal, ça va être difficile. Mais en tout cas, voilà, pour au moins limiter son champ d'action et essayer voilà, qu'il fasse le moins de dégâts possible demain à Milan. Anna, est-ce qu'il y a une équipe cette année qui a réussi à contenir Yamal autrement que Yamal qui soit pas dans un grand soir, ça peut arriver, mais on a l'impression, et ça s'est confirmé sur le match aller, que ce gamin a quelque chose d'incroyable, à savoir quand il a décidé quelque chose, il appuie sur le bouton et il va au bout, et que c'est ce que disaient les défenseurs de l'Inter. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Est-ce que des équipes ont réussi à trouver une solution collective à ce problème individuel ou pas tellement jusqu'à présent ? Alors, il y a des équipes qui ont réussi à contenir sa progression vers l'avant, sa progression sur le terrain, mais ils n'ont pas forcément réussi à nuire à son influence sur le jeu. Okay. Parce que Lamine Yamal, il a quand même cette capacité, lui, à redescendre parfois pour orienter le jeu un peu plus bas et être à la passe, parce qu'il a une vision du jeu qui est quand même excellente, et donc de venir créer le trou, peut-être pas forcément sur son aile droite, ce qui évidemment pénalise le Barça, parce que en plus, dans un match où ce sera Eric Garcia, le latéral droit, et donc pas Jules Koundé, qui est quand même sacrément progressé sur ses centres, ce serait pénalisant que Lamine Yamal n'arrive pas à progresser sur l'aile droite, mais s'il arrive à repiquer dans l'axe, s'il arrive à servir de bons ballons à droite à gauche, et notamment, je me rappelle du match contre le Bayern, où lui ne marque pas forcément, mais il distribue des excellents ballons dans la profondeur pour Rafinha. Alors Rafinha, aujourd'hui, il est sur une passe un peu moins bonne de sa saison, il est beaucoup moins efficace que ce qu'il a pu être avant, mais dans cette équipe du Barça, il y a quand même un sentiment d'optimisme global qui règne, je parle en tout cas chez les joueurs, de se dire qu'entre guillemets, en fait, le Barça a battu le Real et a battu le Bayern cette saison, qui sont un peu deux bêtes noires de l'équipe, enfin en tout cas surtout pour le Bayern en Ligue des Champions. Donc de se dire, en fait, pourquoi pas l'Inter. Alors parlons des faiblesses du Barça. Anna, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que ça a sauté aux yeux finalement lors de ce match aller avec une ligne défensive ultra haute et donc des contre-attaquants comme Dumfries par exemple qui se sont régalés. Est-ce qu'il faut s'attendre à une approche un peu plus rationnelle de la part d'Hansi Flick pour ce match retour en se disant si on en prend encore 3, ce sera compliqué, ou c'est le jeu du Barça, ils ont écrasé tout le monde cette saison comme ça, ils vont camper sur cette philosophie? Alors oui, c'est le jeu du Barça cette saison, et non, Hansi Flick ne va pas renier sa défense très très haute comme ça, qui joue le fameux piège du hors-jeu. C'est vraiment la patte de Hansi Flick depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone. C'est une stratégie, on rappelle, on l'avait dit en début de saison, pour un peu compenser les lacunes défensives du Barça, parce que la saison dernière, le Barça prend beaucoup de buts, il a énormément de mal à défendre justement face à des profils très rapides comme ce que peut avoir l'Inter dans son dos. Donc c'est une solution, c'est un peu un pansement, cette tactique de jouer très haut, pour éviter d'avoir à jouer peut-être du 1 contre 1, en sachant que là, pour le coup, les joueurs pourraient potentiellement perdre, et d'autant plus là dans un Barça qui a perdu donc Jules Koundé à droite et qui ne jouera pas avec Alejandro Balde, parce qu'aux dernières nouvelles, il devrait faire le déplacement à Milan, mais il y a 90% de chances pour qu'il ne joue pas du tout. Donc ce piège du hors-jeu, il va le conserver Hansi Flick, c'est sûr. Là, la question qui se pose aujourd'hui à Barcelone, c'est de se dire qui pour remplacer Alejandro Balde, parce que Eric Garcia, lui, il a fait le travail à droite et il va sans doute rester sur ce poste de latéral droit, parce que il a cette intelligence de jeu aussi de s'adapter très très vite à ce que nécessite ce piège du hors-jeu.
c'était beaucoup plus compliqué pour d'autres joueurs qui ont intégré la rotation du Barça ensuite, de comprendre comment fonctionne cet alignement, comment monter, descendre, voilà, comment s'ajuster pour être parfaitement tout le temps aligné. Et je pense notamment à Ronald Araujo, qui avait une chance, lui, de jouer ce match retour en l'absence de Baldé, et qui, par ses lacunes, lui, pour le coup, à savoir bien se placer, pourrait finalement être évincé de ce 11 de départ. Parce que Gérard Martin a joué titulaire contre Valladolid ce week-end. C'est pas forcément un bon signe. Enfin, ça veut dire que potentiellement, lui qui n'a joué que 45 minutes au match aller et 45 mauvaises minutes, devrait donc être remplacé. Là, ce qui se profile aujourd'hui, c'est potentiellement de mettre Araujo latéral gauche ou Inigo Martinez, mais avec la volonté de laisser Koubarsi à son poste et mettre Christensen. Christensen, lui, a joué un très bon match contre Valladolid, mais il revient de blessure. Donc en fait, c'est très très compliqué pour le Barça. On ne sait pas vraiment ce que va faire Hansi Flick, parce que déjà, Hansi Flick, cette saison, lui, il n'a pas mis du tout Ronald Araujo comme latéral gauche. Il ne l'a jamais mis comme latéral gauche, et il a sans doute très peu envie de le faire. Il le fait souvent rentrer en fin de match pour apporter de la domination sur les corners défensifs et offensifs surtout. Et là, aujourd'hui, vraiment, c'est cette question de se dire qui pour remplacer Alejandro Baldé sur le côté gauche et pour donc contenir aussi Denzel Dumfries, qui avait fait un match exceptionnel au Camp Nou et qui lui aussi laisse de mauvaises traces dans la mémoire catalane pour les matchs qu'il avait fait lors des saisons passées contre le Barça déjà. J'imagine que la tonalité n'a pas trop changé. Tu nous disais la semaine dernière qu'en Angleterre, on voyait Paris favori à 51-49. La cote a dû sensiblement évoluer depuis. Ouais, la cote est maintenant à 65-35, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on sait que... Et je pense que les interrogations sur Dembélé font partie du fait qu'on pense également que Arsenal a encore une chance de toute façon. Oui, bien sûr. Les buts marqués à l'extérieur n'ont plus l'importance qu'ils avaient autrefois. Imagine les Gunners ouvrant le score. J'imagine que tu aurais un PSG extrêmement nerveux devant son public, même si ce public, on le sait, les soutiendra jusqu'au bout. Donc il y a une carte à jouer, ça va sans dire. Mais le problème, si tu veux, c'est que on a vu de temps à autre quelques grandes performances d'Arsenal en Europe. Et on se souvient évidemment de la double confrontation contre le Real. Mais c'est contre des équipes qui n'ont absolument pas la même intensité dans le pressing que ce PSG, où tu as l'impression que le milieu de terrain en particulier, je veux dire, qui est franchement admiré en Angleterre, moi c'est une chose que j'entends beaucoup autour de moi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment, carrément, on l'entend à la télévision anglaise. La façon dont ils arrivent à cerner le porteur du ballon, à couper les trajectoires de passe possibles. C'est incroyable. Et en plus de ça, en faisant ça sans se déplacer autant que leur adversaire, moi, c'est la statistique qui m'a le plus épaté après le match contre Arsenal, c'est que j'avais l'impression que Arsenal avait couru après le ballon pendant 90 minutes sans s'arrêter et puis avait terminé épuisé. En fait, oui, Arsenal a davantage couru que le PSG. C'est dingue. C'est dingue, parce que le PSG donnait cette impression d'activité permanente, mais c'était une activité permanente, mais qui était réfléchie. C'est-à-dire qu'on faisait les efforts quand il fallait les faire. Quand il ne fallait pas les faire, on pouvait se reculer et avoir un bloc plus bas, no problème. Et ça, c'est nouveau. Et si tu veux, tous ces facteurs, moi je te dis 65-35, c'est pour la plupart des gens. Moi, très honnêtement, si jamais le PSG venait à ne pas passer après la performance du premier match et le résultat du premier match, je serais quand même encore plus surpris que cela. Je ne dirais pas que ce serait au niveau de la fameuse remontada de Barcelone, mais ça serait comment dire, une véritable catastrophe pour le PSG. Et la question que je me pose, c'est que si jamais, je reviens là-dessus, si jamais Arsenal arrivait à mettre le pied dans le match, un pied dans le match, est-ce que ça ne ferait pas gamberger également du côté des Parisiens, en disant « Oh là 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 là, pas encore. » Et donc, ça veut dire réussir l'entame de match. Je pense que Elton sera d'accord avec moi. Ton entame de match doit être à 100%. J'aimerais bien qu'on parle peut-être d'un joueur qui est moins en verve qu'en début de saison, c'est Odegaard, de Saka, qui fait une énorme saison, mais qui malheureusement s'est peu montré au match aller, de Martinelli qui en croque une, de Trossard qui en croque une autre. Est-ce que ça manque pas d'un tueur à gages ?
C'est moins qu'on puisse dire, et c'est pas d'hier. Alors bien évidemment, il faut quand même rappeler que Gabriel Jesus, même si c'est plus Gabriel Jesus d'il y a 2 ou 3 saisons, manque à l'appel, et que Kai Havertz, qui était quand même devenu la solution en numéro 9, était également absent jusqu'à la fin de la saison. Havertz, en plus de ça, bon, on sait que c'est pas un 9. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce que c'est. Je veux dire, le football allemand se pose toujours la question. Est-ce que c'est un 6, un 8, un 10, un 9, un faux 9, latéral gauche, un faux 9, un latéral gauche, on va savoir. Mais on ne sait toujours pas. Enfin, on croyait avoir trouvé la solution, à savoir être déployé dans cette fonction de faux numéro 9, avec la liberté également de décrocher. Et l'une des grandes qualités de Kai Havertz, ce sont des appels déséquilibrants à partir du milieu de terrain. C'est un joueur qui fait ça très, 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 très bien. Et là, ça manque, parce que si tu veux, on n'a pas véritablement de point de fixation. On n'a pas véritablement de numéro 9 digne de ce nom, même si Mikel Merino a fait un travail absolument extraordinaire à ce poste. Et je pense que d'ailleurs, au vu de ce match contre Bordeaux, je ne serais pas surpris si Mikel Merino, avec le retour de Thomas Partey, retrouvait sa place dans l'axe. Hein. C'est un joueur extrêmement dangereux. D'ailleurs, souvenez-vous, avec cette équipe d'Arsenal, sur les coups de pied arrêtés en particulier, il peut également compter sur Mikel Merino. Mais il y a un problème, en effet, de puissance de frappe. Bukayo Saka, n'oublions pas qu'il a été blessé assez sérieusement et que c'est presque miraculeux de le voir à un bon niveau, peut-être pas un niveau exceptionnel, mais un bon niveau aussi rapidement. Martin Odegaard a raté sa saison. L'une des raisons pour cela est peut-être aussi une blessure qu'il avait subie à l'automne avec l'équipe de Norvège, dont il avait mis un certain temps à se rétablir. Et depuis, on n'a pas revu le Martin Odegaard absolument flamboyant et tellement imaginatif et virevoltant et vif et tout ce que tu voudras de la saison passée. Gabriel Martinelli, on a l'impression qu'il a quand même, il est rentré dans un mur un petit peu dans son développement. C'est un joueur qui, moi je l'avais vu pour la première fois quand il avait 17 ans, je crois, c'était un match d'Europa League et il avait explosé dans ce match, il m'avait complètement ravi. Je m'étais dit, ça y est, ils ont trouvé l'attaquant qu'ils cherchaient. Et en fait, lui aussi a été ralenti par quelques blessures et lui aussi marque le pas. Et il n'a pas véritablement passé le palier qu'on attendait. Léo Trossard, c'est Léo Trossard. C'est pas l'un des plus grands joueurs de la planète, tout le monde le sait. C'est un joueur très dynamique, c'est un joueur très fin, c'est un excellent finisseur. Mais c'est aussi parfois un joueur qui s'embrouille un petit peu. C'est un joueur qui peut passer un peu trop de temps sur le ballon. Alors, il a beaucoup d'autres atouts, mais ça n'est pas nécessairement la réponse. Donc, tu peux comprendre pourquoi, lors du mercato qui vient, recruter un ou plusieurs attaquants de qualité internationale est vraiment l'une des toutes premières priorités d'Arsenal. On parle d'Alexandre Isak, on va parler, je pense, de Šeško, on va parler de Gyökeres, on va parler de beaucoup de gens comme ça, Nico Williams. Il y a énormément de possibilités, mais il est évident, ça crève les yeux, que cet Arsenal-là a un effectif trop mince, en particulier dans le domaine offensif, et que ces joueurs, comme il y a un manque dans le squad au niveau offensif, ces joueurs ne sont plus aussi affûtés qu'ils devraient l'être. Ils ne sont plus aussi aiguisés qu'ils devraient l'être. Ils n'ont plus tout à fait la vivacité de geste et la vivacité dans les décisions qu'ils devraient avoir, tout simplement parce qu'ils jouent match sur match sur match sur match. Beaucoup de joueurs qui sont soit en fin de contrat, soit en fin de contrat en 2026 et donc qui pourraient être vendus dès cet été. D'autres cas qui ont un contrat un peu plus lointain, mais dont l'avenir n'est pas complètement certain du côté du Bayern. Donc voilà, explique-nous. Je crois que, grosso modo, Leroy Sané est en fin de contrat et on ne sait toujours pas s'il va rester au Bayern. On sait que Thomas Müller va partir. Eric Dyer va partir et est annoncé d'ailleurs du côté de l'AS Monaco. On a évidemment le cas Kingsley Coman, qui était déjà proche de partir l'été dernier. Leon Goretzka. Donc voilà, qu'en est-il de cet effectif? Que va-t-il se passer cet été? C'est une Mammutaufgabe, comme on dit en allemand, c'est-à-dire c'est une mission colossale que la direction sportive va avoir là cet été. C'est très compliqué parce que il faut préserver le niveau sportif. On l'a dit, il faut même essayer de monter un peu le curseur pour à nouveau prétendre à une finale de Ligue des Champions. Et à côté de ça, il faut faire des économies parce que si la venue de Florian Wirtz devait se confirmer, c'est un package global d'environ à la louche 250 millions d'euros. Donc ça veut dire que on peut pas dépenser dans tous les sens. Oui, c'est pas évident parce que
Gros salaire pour Alphonso Davies qui a prolongé, gros salaire pour Joshua Kimmich qui a prolongé, gros salaire pour Jamal Musiala qui devient le symbole du futur proche du club. Et quand on additionne tout ça avec Florian Wirtz qui pourrait arriver, plus évidemment Harry Kane sur lequel on compte toujours pour marquer 25, 30, 35 buts sur la saison, il n'y a plus beaucoup de place, il n'y a plus beaucoup d'argent. Et du coup, on imagine un recrutement qui nécessite d'être malin, d'être intelligent et pas forcément une grande révolution. Ça veut dire aussi, donc, tu l'as esquissé Cyril, qu'il faut évacuer un petit peu, laisser partir quelques gros salaires. On pense à Goretzka, on pense à Kingsley Coman, effectivement, en particulier. Peut-être Leroy Sané et Serge Gnabry aussi, les dossiers sont sur la table et ne sont pas tranchés encore. Et ça veut dire aussi, pour être tout à fait complet, Cyril, que le Bayern ayant investi dans un centre de formation très moderne à proximité de l'Allianz Arena, on veut commencer à puiser là-dedans parce qu'il y avait eu Alaba, il y avait eu Thomas Müller, bien sûr, par le passé. Il y a eu Musiala, mais finalement, on voudrait que ça vienne davantage de ce centre de formation. Il y a quelques jeunes qui commencent à avoir des miettes de temps de jeu, là, Cyril, en cette fin de saison. J'en ai 3 à l'esprit. Jonah Kuzia-Azaré, Gabriel Vidovic, Lennart Karl. Voilà 3 noms qu'il faut peut-être avoir à l'esprit, qui étaient sur la feuille de match du week-end qui vient de passer, et on veut s'appuyer sur ces jeunes-là, notamment Lennart Karl, que les supporters, les connaisseurs du Bayern considèrent comme un très grand joueur d'avenir. Mais bien sûr, c'est pas ces joueurs-là qui vont vous faire gagner la Ligue des Champions dès l'année prochaine. Donc il y a une mission très compliquée vraiment pour la direction sportive entre préserver le niveau sportif, voire l'améliorer légèrement. Ça passe peut-être effectivement par la venue de Florian Wirtz, mais aussi alléger un petit peu, faire connaître une cure d'amaigrissement à la masse salariale globale. Mission compliquée.